Très bien. Merci beaucoup. La deuxième communication, Sabine Sarnaki, chirurgie robotique, génétique, transition enfant-adulte, les enjeux de la chirurgie pédiatrique de demain. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président et le Président du Conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir et Monsieur Le Tourneau de m'avoir invité, car je suis ravie de pouvoir vous essayer de dresser un panorama de ce qu'on peut attendre de la chirurgie pédiatrique demain. On va essayer de faire ça en 15 minutes et c'est surtout pour ouvrir la discussion parce que, évidemment, je ne détiens pas la vérité. Ça ne va pas ? On va voir que la technologie est très importante, donc... Ah, c'est toi qui a essayé de me piéger. Bon, donc il y a quelques mois, je pense, ici même dans cette enceinte, on a parlé de l'histoire de la chirurgie pédiatrique, mes collègues Christine Grappin et Michel Robert, et j'ai repris ce que vous avez publié donc dans le journal de l'Académie, parce que il faut se rappeler que la chirurgie pédiatrique, finalement, on pourrait penser que c'est une discipline qui est plus récente que la chirurgie adulte. En fait, elle a été identifiée très tôt, puisque c'est en 1674 que vous rapportez la mention de cette chirurgie infantile. Mais finalement, la Société française de chirurgie infantile a été créée en 1959. Donc, je pense qu'on peut quand même dire que, en tout cas, l'organisation de la chirurgie infantile, et vous savez, le regroupement des enfants dans un secteur vraiment séparé de ceux des adultes, est finalement tout de même récent. Pendant toutes ces années, parallèlement, on est passé de la chirurgie vitale à la chirurgie d'épargne. Et je vous ai cité une citation de Monsieur Hunter que je trouvais intéressante, puisque dès 1762, il disait que la chirurgie bientôt n'aurait plus besoin d'un bistouri et serait de moins en moins sanglante. Et donc dès 1762, il évoquait finalement la chirurgie mini-invasive. On est passé donc de cette chirurgie vitale à la chirurgie d'épargne, et puis vous le savez, depuis environ une trentaine d'années, à la chirurgie mini-invasive. Alors vous avez eu beaucoup de présentations dans cette société sur la chirurgie mini-invasive, et M. Montupet, qui est là, a été un des pionniers en chirurgie pédiatrique, mais je pense qu'il ne me contredira pas en disant que lorsque je vais dire que cette chirurgie mini-invasive en chirurgie pédiatrique a un petit peu tardé à se développer, pour la bonne raison que les instruments n'étaient pas adaptés à la taille des enfants, et que finalement il a fallu attendre que cette discipline devienne très courante chez l'adulte pour que les industriels, et grâce, je dirais, à l'obstination de ces chirurgiens pédiatres pionniers, s'engagent dans le développement d'instruments dédiés à l'enfant. Et je fais cette pause parce que aujourd'hui on est passé à la chirurgie robot assistée, et vous savez qu'aujourd'hui Da Vinci a le monopole du robot chirurgical, et clairement la chirurgie pédiatrique a envie de bénéficier de cette nouvelle technologie, mais vous voyez un peu l'instrument. Quelques-uns de mes collègues, notamment à Limoges, à Tours, ont développé des interventions chirurgicales chez l'enfant avec des robots qui sont donc des robots au départ conçus et dédiés à l'adulte. Et on voit que dans le monde, on a repris récemment l'utilisation de cette technologie chez l'enfant. Vous voyez que depuis 2010, on a une augmentation du nombre d'interventions robots assistés
Je dis bien en chirurgie pédiatrique, les principales indications étant la pyéloplastie, l'intervention anti-reflux gastro-œsophagien de M. Nissen et la lobectomie pulmonaire. Néanmoins, lorsqu'on voit cet objet et qu'on sait la taille d'un enfant, on voit bien que ce n'est pas adapté. Ce n'est pas du tout adapté. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui beaucoup de mal à convaincre notre institution, l'assistance publique, il nous faut pouvoir bénéficier d'un robot pour la chirurgie pédiatrique afin de commencer à développer cette technologie et en tout cas à essayer, comme l'ont fait nos prédécesseurs pour la chirurgie mini-invasive cœlioscopique, à essayer d'inciter les industriels à aller vers des instruments beaucoup plus adaptés à l'enfant. C'est le problème des maladies rares, parce que finalement les enfants sont une population entre guillemets orpheline, qui n'est pas très intéressante sur le plan du marketing, et vraiment on a ce combat permanent de faire venir les industriels sur le développement d'instruments et de technologies adaptées à l'enfant. Alors, la robotique, c'est clairement, je pense, quelque chose qu'il faut envisager pour l'avenir et qui sera incontournable de toute façon, avec peut-être des instruments, d'ailleurs des robots qui vont être très très différents de ce qu'on imagine là, notamment pour l'enfant, on pourrait imaginer des choses complètement différentes et peut-être qu'il faut même changer notre façon de voir la robotique. Monsieur Maresco avait fait une présentation qui était assez intéressante en montrant un aspirateur sous la forme d'un robot humain, enfin mimant l'humain avec un aspirateur à la main. Effectivement, si on avait imaginé l'aspirateur comme ça serait très encombrant et pas du tout pratique. Bon. Donc vous voyez, il y a des changements sur le plan conceptuel à réaliser probablement dans le domaine de la chirurgie pédiatrique et sortir un petit peu de ce qui est fait chez l'adulte. L'imagerie 3D est incontournable. L'imagerie 3D, j'en parle en même temps que la robotique parce que dans le robot, vous le savez, on a une vision 3D et on va pouvoir intégrer des imageries en 3 dimensions et c'est, je dirais presque, un des avantages majeurs du robot, outre l'agilité, enfin le degré de liberté au niveau de la main. L'imagerie 3D, elle est incontournable parce que, vous voyez, ici, c'est je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est une reconstruction sur un scanner d'une tumeur chez l'enfant que nous avons opéré, qui est un neuroblastome, avec l'axe iliaque, artère et veine qui passe dans la tumeur. Voilà, ça c'est la vessie et ça c'est la tumeur. Voilà ce que ça donne en reconstruction 3D, c'est-à-dire en segmentation. Ça s'appelle la segmentation. C'est une image qui a été faite par Luxolaire à l'IRCAD et qui vous montre très bien cette tumeur qui est verte et qui va pouvoir permettre, avec cette vision 3D qui est vraiment fondamentale, qui va pouvoir d'une part nous permettre de mieux penser notre stratégie opératoire, qui va pouvoir, et on l'imagine dans l'avenir, permettre de faire une simulation de l'intervention. Et aujourd'hui, toute la technologie ce qu'ils appellent les gaming, c'est-à-dire les jeux de plateforme, est en train d'envahir l'imagerie médicale et la technologie de simulation médicale. Et puis, bien sûr, faire une chirurgie guidée par l'image, avec, vous le savez, cette superposition de cette imagerie 3D sur le champ opératoire et en particulier sur la vision 3D du robot. Je pense que vous avez eu ces démonstrations qui ont été faites par l'équipe de Monsieur Maresco ici à l'Académie de chirurgie. Au niveau de l'imagerie, on va même plus loin aujourd'hui, puisque cette année, il y a eu un florilège de publications qui n'existaient pas avant sur l'imagerie des nerfs périphériques. Vous savez qu'au niveau du système nerveux central, les neurochirurgiens se servent de plus en plus de ce qu'on appelle la tractographie, c'est-à-dire l'imagerie des faisceaux de nerfs au niveau du système nerveux central, mais au niveau périphérique, au niveau des nerfs périphériques, c'était peu développé. Maintenant, il y a des IRM extrêmement performantes. Nous allons, nous, avoir à Necker prochainement une IRM 3 Tesla pour la recherche qui va permettre de travailler sur des séquences pour obtenir ce genre de choses. Alors, c'est
très joli ici. En l'occurrence, on fait le raccord avec la présentation précédente, puisque c'est un spina bifida. Ici, c'est une image de racine lombosacrée chez quelqu'un qui est normal. Et ici, vous avez à droite une imagerie des nerfs chez un enfant atteint de spina bifida. Vous voyez, c'est une publication de septembre 2014. Et vous, si vous regardez, vous verrez que cette année, il y en a eu beaucoup. Et donc, je pense que l'intégration dans l'imagerie 3D de cette imagerie nerveuse va permettre aussi d'imaginer d'autres stratégies chirurgicales, notamment avec la technologie robotique. Et on voit bien qu'on est dans un bouleversement total de notre stratégie opératoire, de nos voies d'abord. Alors tout ça, ça va se faire dans un bloc opératoire hybride, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un bloc opératoire classique, mais on intègre dans ce bloc qui doit être de grande dimension toutes les technologies d'interventionnel au sens large, c'est-à-dire qu'on peut imaginer d'opérer en même temps, évidemment, ça se fait aujourd'hui, qu'on fait une endoscopie digestive ou urinaire, mais on va aussi intégrer les images 3 dimensions dont je vous ai parlé, on va intégrer peut-être un interventionnel un petit peu différent, en particulier avec des bras de robotique qui peuvent se développer au fil des besoins. Et pour en arriver à ces technologies d'imagerie, de chirurgie guidée par l'image, qui sont vraiment, on voit bien que dans quelques années, je pense que dans 10 ans, on ne pourra même pas imaginer qu'on ait pu opérer sans avoir cette espèce de navigation GPS et surtout qui permet aussi d'avoir une préparation à l'acte chirurgical. Alors, ces nouvelles technologies, elles doivent pouvoir profiter à la chirurgie pédiatrique et je pense que là, on a un combat à mener pour que on n'attende pas que ça soit au point chez l'adulte pour commencer chez l'enfant, parce que je pense qu'en plus de ça, les besoins et les contraintes ne seront pas les mêmes et qu'il faut avancer parallèlement chez l'adulte et chez l'enfant. Car ces technologies, elles vont pouvoir bénéficier à la chirurgie pédiatrique, certes, mais là encore, pour rejoindre la présentation précédente, peut-être au fœtus, puisque Jean-Marie Joannick vous a parlé de la chirurgie prénatale du spina bifida, mais vous le savez certainement, aujourd'hui, il y a un protocole de mise en place de plugs dans la trachée chez les fœtus qui présentent une hernie congénitale de coupole diaphragmatique pour aviser de croissance pulmonaire, avec ce qu'on appelle un plug et un déplug, c'est-à-dire qu'on met un bouchon dans la trachée puis on l'enlève. Tout ça étant fait aujourd'hui en fœtoscopie, et c'est là encore pour prévenir les conséquences de la malformation, puisque l'hernie de coupole diaphragmatique entraîne une hypoplasie pulmonaire. Mais on peut imaginer, donc j'avais marqué, vous voyez, c'est une diapositive avant la présentation, enfin les résultats de Jean-Marie, mais on peut parler des valves de l'urètre aussi, des atrésies intestinales. Donc là, c'est les aspects technologiques, je dirais, les progrès technologiques qui vont changer, je pense, la chirurgie pédiatrique de demain. Maintenant, il y a autre chose qui est en train de bouleverser notre spécialité, c'est la génétique. Aujourd'hui, faire un séquençage d'exome, c'est facile, c'est moins coûteux. Faire un séquençage de génome complet, c'est quasiment à la portée de main et vous voyez, ça se vend aussi sur Internet à des prix défiant toute concurrence et il y a aujourd'hui un gros enjeu là-dessus. Cette génétique est en train de changer aussi nos pratiques chirurgicales, en particulier en pédiatrie. Je vous donnerai 2 exemples, un exemple dans le cancer et un exemple dans la malformation. Dans le cancer, un des exemples, c'est les cancers médulaires de la thyroïde chez l'enfant, qui en général sont liés à des anomalies du gène RET, qui est également un gène impliqué dans la maladie de Hirschsprung. Et on distingue 3 types, les MEN2A, les MEN2B et les formes familiales de cancer médulaire de la thyroïde. Je pense que vous connaissez tous ces associations tumorales, hein, avec essentiellement le phéochromocytome, le carcinome médulaire de la thyroïde, et puis dans le MEN2B qui est particulièrement agressif, une ganglioneuromatose. On sait que dans le MEN2B, 100% des patients vont faire un carcinome médulaire de la thyroïde, et dans le MEN2A d'ailleurs aussi.
Et puis cette génétique s'est développée sur le gène RET et on a pu très clairement aujourd'hui mettre en évidence une corrélation entre le génotype et le phénotype, et donc de définir à quel âge on doit faire une thyroïdectomie prophylactique à ces enfants. Faire une thyroïdectomie à l'âge de 1 an ou de 2 ans, il y a quand même des risques qui sont non négligeables sur le récurrent et sur les parathyroïdes. Ce d'autant qu'on ne peut pas utiliser les techniques d'injection de bleu méthylène comme chez l'adulte parce que ça ne marche absolument pas. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ça c'est une classification des risques de développer la tumeur en fonction des mutations sur le gène RET. Et vous voyez que par exemple, quand vous avez ces mutations 918, 922, 883, c'est dans le MEN2B. On sait qu'avant 6 mois, ils auront un cancer de la thyroïde et on fait la chirurgie de thyroïdectomie prophylactique avec curage central dès qu'on le sait, et donc avant 6 mois. Parce qu'en général, on a les familles. Et puis dans les autres cas, on le fait plutôt avant 5 ans, ça c'est les formes les plus fréquentes avec la mutation du codon 634, et puis parfois on peut faire même plus tardivement et laisser un petit peu surveiller ces enfants. Donc la surveillance aujourd'hui de ces enfants, elle dépend de leur génétique, et donc la date de la chirurgie, elle dépend de leur génétique, et également du taux de calcitonine. Voilà, c'est un exemple de la façon dont la génétique a changé nos indications chirurgicales, et la chirurgie prophylactique, à mon avis, est quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent. Un autre exemple, cette fois-ci, sur la malformation. Le syndrome de Currarino, qui a été décrit en 1981, comporte 3 signes cliniques majeurs qui sont la génésie partielle du sacrum, avec cet aspect en cimeterre qui est tout à fait particulier et presque spécifique de ce syndrome, une malformation de l'intestin terminal qui est le plus souvent une malformation anorectale basse mais qui peut être haute, et une tumeur présacrée. Ça représente 1 sur 100 000 naissances, c'est une maladie rare. Le problème de ces patients, c'est que cette tumeur présacrée, qui peut être un méningocèle, un tératome ou un kyste neuroentérique, peut communiquer dans 50% des cas avec le cul-de-sac dural. Et donc, quand vous faites la chirurgie de ces tumeurs présacrées, le risque, si vous n'êtes pas bien informé, et ça arrive encore régulièrement, c'est une effraction du cul-de-sac dural et donc une méningite dans les suites opératoires, avec parfois des complications qui peuvent être extrêmement récurrentes. On sait depuis peu que la séquence de Currarino est liée à un gène qui s'est appelé pendant longtemps HLX-B9 et qui s'appelle MNX1 désormais, et c'est une transmission autosomique dominante. Avec tous les patients mutés, ce sont quasiment tous des formes familiales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas là, comme dans le carcinome médulaire de la thyroïde, de corrélation entre le génotype et le phénotype. Car parce qu'on connaissait ce gène et parce qu'on a pu commencer à tester les patients, on a pu décrire mieux le syndrome de Currarino. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on l'appelle la séquence de Currarino. Et on a pu découvrir qu'il y avait un 4e signe majeur qui était les anomalies du cône terminal de la moelle, avec différents types d'anomalies. Et on a pu découvrir aussi qu'il y avait des anomalies des dérivés mullériens, avec en particulier des utérus bicornes et des cloisons vaginales qui pourront... C'est quelque chose de très important à savoir pour l'avenir de ces jeunes filles. Donc, quel est l'apport de la génétique? Eh bien, c'est d'affirmer le diagnostic, parce que quand vous avez une mutation, vous êtes sûr que vous êtes dans ce cadre-là. C'est d'expliquer certaines constipations idiopathiques. On a beaucoup de patients qui étaient étiquetés constipation idiopathique. C'est d'être quasi certain qu'il s'agit d'une forme familiale, et là on lance l'enquête familiale, et je peux vous dire qu'on découvre tout un panorama de gens qui étaient constipés et qui ne savaient pas qu'ils avaient ce syndrome. On cherche les malformations associées, on essaye de prévenir les complications, que ce soit sur le plan de la filière génitale ou des complications sur la moelle. On aide au conseil génétique et au suivi des grossesses, et puis on peut préparer la stratégie chirurgicale en évitant de faire des bêtises sur la moelle, et je travaille beaucoup avec Michel Zera sur ces patients, on a beaucoup appris ensemble. Juste ici pour vous montrer, c'est un enfant qui avait un syndrome de Currarino, il a un oncle lointain qui se plaint depuis très longtemps qu'il est constipé et qu'il a des douleurs pelviennes.
On fait une génétique chez l'enfant, on trouve la mutation, on fait l'IRM chez l'oncle et on trouve une méningocèle antérieure très importante, et cet oncle a également la mutation. Ça, c'est quand on remonte l'arbre généalogique, mais quand on le descend, on a aussi effectivement un intérêt à avoir cette génétique, puisque là, c'est un père qu'on connaît qui a une mutation, qui a un syndrome de Curarino. Il va avoir un enfant et on va pouvoir, sur le plan prénatal, bien expertiser ce fœtus et d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on peut prédire de son évolutivité. Et surtout l'opérer correctement à la naissance. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu sur l'apport de la génétique dans le management des patients. Je ne pouvais pas ne pas vous dire un mot de la thérapie cellulaire et génique. Ici, c'est un travail de Paolo De Copi qui est au Great Ormond Street à Londres et qui travaille beaucoup sur les cellules dérivées de l'amnios et qui travaille sur ces cellules soit pour les traiter et les transduire avec un gène d'intérêt, soit pour faire du tissu engineering. Et il a ainsi publié il y a 3 ans un remplacement trachéal issu d'une technologie d'ingénierie tissulaire en utilisant ces amniocytes. Voilà. Donc ça, c'est clair que ça va être aussi un élément très très important du devenir de notre chirurgie de ce tissu engineering. Pour finir et pour pas trop dépasser mon temps, je voudrais vous dire un mot sur la transition enfant-adulte. Aujourd'hui, en chirurgie pédiatrique, on ne fait plus on est capable, je dirais, de guérir, de soigner ces enfants. Tout le problème, c'est que quand ils arrivent à l'âge adulte, il y a une rupture. Et ça, ce sont des témoignages qu'on a recueillis à Necker, puisqu'on est sur un grand travail de plateforme transitionnelle pour cet hôpital. Et on s'est aperçu qu'en fait, cette transition, elle n'était pas faite de manière idéale, pas parce que les gens ne le font, sont non volontaires, c'est parce que ça représente un travail supplémentaire. Et donc les thématiques qu'on a identifiées sont celles-là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même des thématiques transversales, elles ne sont pas forcément spécifiques de la maladie. C'est souvent l'image corporelle, c'est l'observance des traitements, c'est évidemment avoir un circuit enfant-adulte, c'est les rendre autonomes, parce que souvent ce sont des enfants qui sont très dépendants de leurs parents, qui les ont beaucoup couvés. C'est la sexualité avec toute la résonance que ça a, non seulement sur le plan, je dirais, de la vie intime, mais aussi sur le devenir. Comment vont être mes enfants? Est-ce qu'ils auront la même maladie que moi, etc. L'insertion scolaire et socio-professionnelle, tous ces éléments sont extrêmement importants. Et moi, j'ai l'habitude de dire que si aujourd'hui, en chirurgie pédiatrique, on ne s'intéresse pas à ça, en réalité, on ne s'intéresse pas à grand-chose, puisque je vous dirais que dans les cardiopathies congénitales, c'est 20%, jusqu'à 20% de décès par rupture de traitement, hein. Donc, quand on a fait l'enquête. Donc, c'est très, très important. Certains hôpitaux l'ont compris. Vous voyez, aux États-Unis, ils sont toujours très en avance. C'est-à-dire qu'ils affichent très clairement que l'hôpital pédiatrique prépare à la vie adulte et ils leur remettent même un petit diplôme pour vraiment sanctuariser cette prise d'autonomie et ce passage à l'âge adulte. Et je dirais qu'en France, pour finir, on a toutes les clés pour réussir à faire ce transfert et cette transition, puisqu'on a le plan maladie rare numéro 2 maintenant, qui insiste beaucoup là-dessus. Et tous ces enfants, le plus souvent, sont suivis dans des centres de référence ou des centres de compétences, et où le programme de transfert jusqu'à l'âge adulte est quelque chose qui est prioritaire dans les missions des centres de référence. Je vous remercie pour votre... Merci beaucoup de cette belle aventure que vous nous présentez entre l'imagerie, la robotique, la génétique, la thérapie cellulaire, le bioengineering. Et c'est vrai que ça va démarrer aussi en chirurgie pédiatrique. Et je crois que Véronique, au fond, a dû être très sensible au passage de l'enfant à l'adulte, parce que c'est la préoccupation des chirurgiens pédiatres. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui va se passer
Merci Philippe Montupet. D'abord, remercier infiniment Sabine pour non seulement la clarté, mais le voyage superbe qu'elle nous a fait faire dans la chirurgie pédiatrique moderne. Et évidemment, nous savons dans le milieu que ces travaux de recherche, pour nous, sont considérables. Donc, c'est un grand remerciement. Évidemment, sur le sujet très pratique, qui est celui où elle m'a cité, des chirurgies vidéo assistées et donc robotique assistée, il y a une vérité qu'elle a bien dite, qui est le monopole d'une société de robots qui paralyse l'extension des instrumentations ancillaires. Il n'y a pas de concurrence, non seulement pour la machine, mais pour les ancillaires, ce qui n'était pas le cas lorsque la vidéochirurgie est née pour la thoracoscopie ou la laparoscopie, où il a quand même fallu, il faut le rappeler, 6 ans pour que les ancillaires passent de 5 mm à 3 mm, c'est-à-dire entre 1987 et 1993, où les premiers instruments de 3 mm ont été accessibles. Alors cela dit, quand même une question qui se pose, puisqu'il y a 52 centres cités pour pratiquer la chirurgie robotique chez l'enfant, robotique assistée chez l'enfant, c'est pas mal, 52. Il y a en France des équipes qui ont accès, elle l'a signalé, Sabine, et il y a aussi une nécessité de partage, vu le coût de la machine et des ancillaires, mais surtout de la machine, avec des équipes d'adultes. Ça, c'est un problème qui est spécifique parce qu'effectivement, le nombre d'indications faibles, dont elle a mentionné les principales, représente un trop petit nombre de cas pour que l'acquisition par un hôpital d'enfants unique d'un robot soit possible. En revanche, et justement, Sabine, tu es dans un grand hôpital où il y a le secteur enfant qui est majeur à Paris, où il y a le secteur d'adultes qui utilise en particulier en urologie le robot. Donc comment conçois-tu dans cette période de transition le partage de ces équipements en secteur adulte-enfant, compte tenu qu'aujourd'hui, pour le robot, il y a quand même du 5 mm? Alors, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet, comme tu le sais. Je pense que d'une part, il est fondamental qu'on a quelques collègues, effectivement, qui ont pu avoir accès aux robots d'adultes dans les régions et qui ont développé quand même un savoir-faire qui est important. Il faut qu'on puisse avoir accès à des robots d'adultes. C'est quand même paradoxal qu'à Paris, où il y a quand même beaucoup de robots implantés, puisqu'il y en a déjà 2 à Pompidou, 2 à Mondor, enfin bon, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas avoir accès à cette technologie. Il y a le problème de l'anesthésie, avec les anesthésistes pédiatres qui vont avoir beaucoup de mal à se déplacer dans des hôpitaux d'adultes pour des raisons de temps. Il faut voir les choses, c'est très pragmatique. On n'a pas assez d'anesthésistes pédiatres, et donc ils sont déjà complètement sous l'eau dans leurs propres hôpitaux pédiatriques. Je pense que c'est le cas de tous les hôpitaux pédiatriques en région Île-de-France. Donc ça, c'est un problème qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas pour l'instant accès aux robots d'adultes. Maintenant, je pense que ce robot, il n'est pas fait pour les enfants, mais il va falloir s'y confronter pour voir comment on le fait évoluer. Et moi, je pense que la bonne solution, c'est d'avoir ce type de matériel en leasing et d'attendre que les concurrents, parce que je sais que les brevets sont en train de tomber et qu'il y a des concurrents qui commencent à arriver, et je pense que quand ils vont commencer à arriver, évidemment, il va y avoir de l'émulation, et donc ça risque d'être très profitable pour nous. Mais je crois qu'il faut pouvoir travailler avec eux. Ce qu'il y a, c'est que d'Avinci, moi j'en ai discuté avec M. Maresco, ils sont bloqués, ils ne veulent rien entendre sur l'évolution de leur propre robot, pour l'instant. Donc c'est une réponse de Normand. Enfin, je ne vois pas de solution. En tout cas, il faut pouvoir mettre les mains dedans, je dirais, pour pouvoir savoir un petit peu et commencer peut-être à avoir des conceptions complètement différentes. À l'IRCAD, François Beckmer, il travaille aussi et on essaye de travailler ensemble sur ces aspects-là. Oui. Je voulais faire allusion à l'observation anglaise de bioingénierie trachéale que vous avez présentée. En fait, j'ai eu l'occasion de reviewer le papier qui était programmé pour la 4e année de follow-up, et le résultat à 4 ans est franchement catastrophique. Catastrophique ? Catastrophique. Ah bah, d'accord. Je vous remercie de cette information. Une sténose sévère, et ce qui est étiqueté régénération trachéale est en fait une distension, une élongation des segments de trachée native. D'accord.
D'ailleurs, le papier n'a pas été accepté. D'accord. De ce fait. Bon, je crois que de toute façon, ça n'enlève rien à l'idée qui est d'utiliser de ce type de matériel. Les amniocides, bon, ils travaillent dessus depuis longtemps. Il y a d'autres, il y a des cellules souches, il y a les cellules du sang de cordon, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que ça, c'est clair que on va aller vers ça. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent, notamment soutenus par la Fondation de l'Avenir, sur le remplacement œsophagien dans les atrésies de l'œsophage longue gap, qui est l'équipe de... Voilà, j'ai le nom qui... Voilà, mais il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Donc je pense qu'en chirurgie pédiatrique, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir attraper le tissu engineering. Mais c'est pas simple, hein. Le tissu engineering, enfin, quand on voit depuis combien de temps ça se développe, et en fait, dans combien de cas c'est réellement appliqué en routine, c'est incroyable, hein. Il y a très peu de choses appliquées en routine. On n'a jamais démontré la régénération cartilagineuse à partir des cellules souches. Parce que ce que l'on a trouvé comme cartilage dans les trachées de bioengineering, c'est-à-dire les matrices, en fait c'est du cartilage restant qui persistait après le traitement par comment dire, la détertion enzymatique qui visait à les décellulariser. Non, c'est juste. Je crois que c'est plus intéressant sur l'aspect thérapie génique, parce que là, on va utiliser les cellules du fœtus pour corriger, notamment dans toutes les corrections de maladies du globule rouge, par exemple. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Oui, d'abord, félicitations pour votre très belle présentation, innovante et très belle. Je voulais vous demander, vous avez cité les M2B, syndrome de Gorlin. Quelle est votre expérience du devenir de ces patients lorsqu'ils sont opérés, comme vous l'avez recommandé, avant l'âge de 6 mois, je crois? Oui. Oui, de 6 mois. Quel est le devenir, quel est le pronostic? Excellent. Excellent. Bon, on n'en a pas fait beaucoup, hein, parce que les NEM2B, c'est moins fréquent que les NEM2A, mais on a une petite cohorte qu'on suit qui est également pris en charge à l'Institut Gustave Roussy par l'équipe de monsieur Schlumberger, qui a une grosse expérience là-dessus. Alors, ils sont suivis parce que de toute façon, ils vont développer les autres tumeurs, en particulier le phéochromocytome, mais qui est plus tardif. En général, c'est plus vers 20-22 ans. Mais la thyroïdectomie totale à 6 mois, avec le curage central, finalement, ça se passe bien. Et je trouve que les enfants, même, ils supportent assez bien le traitement substitutif. Et enfin, c'est des familles en plus. Alors en général, tout le monde est concerné. Donc il y a une petite, c'est pas mal. Il y a une banalisation de la pathologie. Parce qu'il y a une corrélation phénotype-génotype d'ailleurs. Parce que moi je vois la différence entre les pathologies, il y a une bonne corrélation phénotype-génotype, tout le monde sait exactement où il va, on a la date opératoire, on sait ce qui va se passer, etc. Quand on est dans des pathologies où il n'y a pas de corrélation génotype-phénotype, on ne sait pas comment les guider, ni en prénatal, ni en postnatal. Et par exemple dans le Curarino, c'est très très complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.